Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir pour ce deuxième After Work en direct depuis l'Université de Genève. Je suis Nadine Baguet, responsable pédagogique des programmes en management, ressources humaines et carrière qui rassemblent les 4 universités de Suisse romande. Depuis un an, nous sommes confrontés, comme vous, à cette situation sanitaire. Nous essayons de maintenir le cap au mieux en gardant le sens de notre engagement, à savoir la qualité des enseignements, quelle que soit leur forme, en présence et à distance, en maintenant les contenus dans leur actualité, en restant captés, branchés sur ce qui se passe aujourd'hui dans les organisations vis-à-vis des personnes impliquées dans le travail aujourd'hui, maintenir la flexibilité par rapport aux réalités qui vous touchent et qui impliquent que nous devions adapter le parcours, les plans de cours à vos réalités, vous permettant par exemple de débuter les programmes au moment qui vous arrange. La disponibilité aussi pour vous accompagner avant, pendant et aussi après, aussi souvent que nécessaire. Nous avons donc cette rencontre encore ce soir grâce au partenariat avec l'association HR Genève, fidèle dans ces événements que nous organisons 3 fois par an. Vous pouvez nous suivre donc bien sûr depuis la page notre site mrh.ch, depuis la page Place publique, bas à gauche, et puis où la rencontre est diffusée directement, et également via l'onglet YouTube que vous trouverez sur ce lieu-là, qui vous permettra de suivre la rencontre, mais également de pouvoir accéder au chat et de poser les questions que vous voudrez pendant ou après la rencontre. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Kourosh Massoudi, qui est donc de l'Université de Lausanne, qui est responsable scientifique du module chez nous sur santé et pathologie au travail, qui aura lieu en février. Et Kourosh enseigne depuis longtemps, au moins 10 ans, m'a-t-il dit. Trop longtemps, diront certains. Non, en tous les cas, c'est certainement pas le cas. Et bienvenue. Et ce soir, en tous les cas, pour cette rencontre, dont le titre est « Le sens au travail ». Une quête insensée. Donc, merci à vous d'être ici pour nous suivre. Et puis, merci à toi, Kourosh. Et on se retrouve pour les questions après. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avec un effort d'imagination et un peu d'optimisme naïf, je vous imagine nombreux et nombreuses devant vos écrans. Et je vais essayer de m'accrocher à cette image-là. Sans vouloir me targuer de la popularité de mes enseignements, je vous avoue que je n'ai jamais enseigné ou intervenu, je ne suis jamais intervenu devant un auditoire aussi vide. Donc, ça fait 1 année que j'enseigne à distance et je vous mentirais si je vous disais que je m'y suis habitué. Il me manque toujours quelques indices non-verbaux, un visage intéressé, attentif pour m'y accrocher, un regard perplexe pour clarifier mes propos, ou alors un bâillement à peine camouflé pour essayer d'accélérer la cadence. Toujours est-il que je vais essayer de faire au mieux et avancer dans cette présentation. J'ai voulu ce titre un brin provocateur. Est-ce une quête insensée que d'attendre du sens de notre travail ? Peut-être une quête insensée parce que j'arrive comme un cheveu sur la soupe en pleine pandémie à un moment où quelques-uns me diront on a d'autres chats à fouetter que de chercher le sens. Il faut assurer cet avenir qui s'avère incertain. Je pourrais répondre que peut-être que c'est un moment privilégié, ce moment de ralentissement forcé, ce moment où on peut prendre un peu de distance et réfléchir à notre manière de travailler et à nos attentes à l'adresse du travail. D'autres aussi me critiqueront en disant que mes théories un peu humanistes, un peu existentielles, sont peut-être séduisantes, mais elles ne correspondent pas aux enjeux du monde réel du travail, les objectifs à atteindre, la productivité à maintenir, la compétition dure à supporter. C'est possible, mais il me semble que dans le monde réel du travail, les émotions sont là, les gens ressentent des émotions. Toutes et tous, nous cherchons, nous interrogeons l'utilité de notre travail. Peut-être que réduire le travail humain à une série d'objectifs quantitatifs, ce serait justement d'avoir une vision irréelle ou irrationnelle. Toujours est-il que je vais essayer d'avancer et voilà la structure que je vous propose pour cette présentation. 3 questions centrales autour desquelles vont
se diriger mes propos. 3 questions. La première, c'est celle du quoi. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'on peut définir ensemble le sens du travail et essayer de comprendre qu'est-ce qui nous pousse à retourner au taf jour après jour et à fournir tous les efforts que nous fournissons chaque jour. La deuxième question, celle du pourquoi, c'est celle qui va me demander un peu plus d'efforts. Essayez de vous convaincre de l'intérêt, de l'importance de ce concept que j'aborde aujourd'hui avec vous, le manque de sens, son importance particulière dans une époque moderne, post-moderne, dans les sociétés post-industrielles, où je vais essayer d'argumenter que c'est une denrée parfois rare ou un tout petit peu menacée par les changements récents du contexte. Enfin, la troisième question, c'est celle du comment. En toute humilité, je vais essayer d'avancer quelques pistes, quelques idées sur les stratégies individuelles, mais aussi les stratégies en matière de pratique des RH, des stratégies plus organisationnelles pour renforcer le sens au travail. Alors, commençons par le quoi. Je vais essayer pour ça de me baser sur des enquêtes larges pour essayer de définir les dimensions principales du sens au travail. Quelques postulats de base. D'abord, le sens du travail, le sens au travail, ça représente une des composantes fondamentales du bien-être. Une des composantes fondamentales partant de l'idée que nous ne sommes pas seulement motivés par la recherche de plaisir, par une approche hédonique du travail, mais la construction de sens, la capacité à se transcender, à rattacher son travail à une utilité publique, à la contribution à une collectivité, ça fait partie des enjeux au travail. Ensuite, on peut aborder le sens selon 2 perspectives. Une perspective plus large, sociologique, qui s'intéresse à la manière dont nous interprétons le sens du travail, de l'activité même, au vu de normes et de valeurs qui sont socialement et culturellement produites. Et donc là, il s'agit de voir comment est-ce qu'on arrive à percevoir le travail comme une vocation, comme une sorte de mission sacrée, ou parfois comme un job alimentaire simplement, ou encore pire, comme un devoir, comme une sorte d'oppression, quelque chose qu'il faut supporter et subir. La deuxième perspective, celle plus psychologique, centrée sur l'individu, s'intéresse cette fois à la manière dont une personne particulière va donner du sens, va chercher du sens en fonction de ses besoins, de ses valeurs, de son identité propre. Et là, on aura une approche un tout petit peu plus centrée sur les personnes, une approche plus qualitative ou fine de la question. Commençons par cette approche sociologique. Quelle est l'importance du travail dans nos sociétés aujourd'hui? Ici, je me réfère à l'enquête européenne sur les valeurs, qui essaye tous les, je crois, 5 ou 10 ans, je ne me souviens pas exactement, à travers différentes éditions, de saisir les valeurs en vigueur dans les pays européens. Et la Suisse fait partie de cette enquête depuis quelques éditions. Et cette question de l'importance du travail, de sa centralité, de l'importance attachée au rôle professionnel parmi les autres rôles de la vie, ça vient répondre à la question, est-ce que le travail est une sorte de valeur en déperdition? Est-ce que c'est une sorte d'espèce menacée? Ce qu'on entend souvent, c'est que les jeunes ont une attitude plus détachée, voire dilettante envers le travail. L'enquête montre que ce n'est pas le cas, que cette importance absolue du travail dans la vie est très élevée et encore plus élevée chez les jeunes que chez les seniors. Par contre, ce qui a tendance à changer à travers les éditions de cette enquête, c'est l'importance relative. Lorsqu'on demande aux gens de comparer le travail, l'importance du travail relativement à d'autres sphères de vie, et là, le travail a tendance à perdre un tout petit peu son rang prioritaire, ce qui prouve qu'il y a une sorte d'attente d'une meilleure conciliation possible des sphères de vie. À titre d'exemple, plus de 50% des Suisses pensent que ce serait une bonne chose que d'attacher un peu moins d'importance au travail pour permettre aux autres sphères de vie d'avoir leur place. Deuxième question, quelle est la fonction du travail? Pourquoi est-ce que nous travaillons? À quelle finalité nous attachons le travail? Ici, on peut avoir une approche, disons, on pourrait dire,
normative, judéo-chrétienne de la chose. Vous savez, le travail, c'est un devoir envers la société. C'est une manière de prouver sa foi, sa valeur, de servir la société. À cette question, les gens répondent avec beaucoup de force. Donc cet aspect du travail comme devoir envers la société garde sa place, mais bien entendu, il y a aussi l'autre aspect, plus centré sur la personne, le travail en tant que manière pour se développer, pour développer ses talents, ses compétences, de se réaliser à quelque part. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'une vision dichotomique, il y a une corrélation entre ces deux questions, ces deux dimensions du travail, qui prouvent que la plupart des gens ont une vision plus intégrée du travail. Le travail sert aussi bien à servir la société et à s'y intégrer que d'avoir droit à trouver de l'intérêt, à se développer, à se réaliser. Enfin ici, on va plus s'approcher des motivations, des attentes des individus au travail. Et les réponses montrent qu'on peut les regrouper sous deux grandes catégories qui sont bien connues. Je suis sûr que ces deux catégories, vous les connaissez déjà. D'un côté, les motivations intrinsèques, d'un côté, les motivations extrinsèques, donc les attentes en termes de conditions matérielles au travail, avoir un bon salaire, avoir des horaires agréables, pas trop astreignants, avoir des vacances généreuses, et puis de l'autre côté, des motivations intrinsèques. Ici, l'intérêt pour le contenu du travail. Donc avoir des tâches qui me permettent de m'accomplir, d'atteindre des objectifs, de me sentir autonome, avoir un libre arbitre, mon mot à dire sur le déroulement des tâches, et enfin, de me sentir reconnu parce qu'on me donne des responsabilités. Alors, ces deux motivations coexistent, mais elles sont très liées aux conditions matérielles, aux conditions socio-économiques, on pourrait dire. Donc dans des sociétés plus développées, plus riches, on pourrait dire, l'atteinte ou l'assurance que l'on a à ces sécurités de base qui sont assurées, un salaire, une sécurité de l'emploi, permet de passer à des considérations un peu plus métaphysiques, plus personnelles, donc attendre de l'intérêt. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que lors de l'édition 2010 de cette enquête, on a vu un retour des motivations extrinsèques, surtout chez les jeunes. Et ça, on peut le mettre en lien avec la récession, la crise et la récession des années 2008-2009, qui ont un tout petit peu tendu ou dégradé les conditions matérielles, et du coup, les gens sont revenus vers cette attente et se sont accrochés à ce besoin qui est bien évidemment essentiel. Ce qui est surtout intéressant, c'est que si vous corrélez la satisfaction, à quel point les gens sont satisfaits de leur travail, à ces deux types de motivations, ce qu'on voit, c'est que les motivations intrinsèques sont positivement corrélées à la satisfaction. Plus je suis satisfait et plus je vais attendre ou je vais chercher l'accomplissement de soi, le développement personnel dans mon travail. Par contre, la corrélation est négative avec les motivations extrinsèques. Ce qui semble dire que quelque part, lorsque je suis déçu, désillusionné par le travail réel que j'occupe, je peux au moins attendre une rémunération salariale, des conditions matérielles qui me permettent de gérer cette frustration, de vivre ces difficultés. Maintenant, cette enquête ne permet pas de voir l'ensemble, à mon sens, des dimensions qui constituent le sens du travail, les attentes qu'on a à l'endroit du travail. Ici, je vais vous parler des attentes individuelles et de la place des autres dans tout ça, dans notre travail. Il va de soi que nous ne sommes reconnus que par autrui, et donc il doit y avoir quelque chose de l'ordre du lien social qui va se manifester aussi parmi ces attentes. Là, j'ai une vidéo didactique des accompagnements que nous faisons avec les gens autour de la construction de sens et le retour, par exemple, d'une période d'absence maladie ou d'un burn-out. Ici, vous avez le cas d'une infirmière qui sort d'une longue absence maladie à cause du burn-out, et avec elle, j'aborde la question de ses attentes du travail. Si je vous demandais de me parler de vos attentes du travail, quelles sont vos attentes? Quels sont dites-moi 3 mots qui vous viennent quand vous pensez au travail. Mais en général ou... En général. Aide, soins, contact humain.
allègement de la souffrance, utilité, reconnaissance. D'accord. Oui, voilà. Ok. C'est intéressant, hein, parce que les 3 ou 4 premiers mots sont centrés sur l'autre, l'aide, le soin, le contact avec les autres, l'utilité. Et le dernier, c'est centré sur vous, c'est quand même être reconnu. Mais là, avant, dans le métier, on avait cette reconnaissance immédiatement avec les patients, on voyait qu'on était utile et qu'on pouvait passer, qu'on faisait du bien et que les gens, ils étaient reconnaissants. Enfin, c'était quelque chose. Ça donne de l'énergie, ça donne la force de continuer. Cette reconnaissance, c'est ce qui vous nourrissait, et ça, vous ne l'avez plus. Non, maintenant, non. Alors vraiment. Voilà. Ça donne une idée de cette désillusion, de cette frustration d'une attente importante. Et donc, je finis sur ce slide. Comme je vous l'avais dit, il s'agit d'un concept multidimensionnel. Il faut tenir compte d'une dimension socio-culturelle, comment le travail nous permet de nous intégrer, de trouver notre place dans la société. Dimension personnelle, comment le travail nous permet de répondre à des besoins de base, extrinsèques, et des besoins psychologiques, se sentir compétent, autonome, etc., de se réaliser. Et enfin, cette dimension interpersonnelle, le travail permet d'être en lien avec autrui, d'être reconnu dans sa contribution à autrui. Passons maintenant à cette question du pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important, à mon avis, à mon sens, de nous intéresser, de nous pencher de plus près sur cette question du sens et de tenir compte de la dégradation de certaines conditions qui menacent la construction du sens au travail. Alors, pour parler des changements récents, des transformations, parfois des révolutions dans nos sociétés et dans notre rapport au travail, dans notre manière de travailler, beaucoup d'auteurs parlent de différentes sortes de changements, mais pas seulement de ces changements, également de leur accélération. Depuis une trentaine d'années, on estime qu'il y a plus de changements et ces changements sont de plus en plus rapides, ce qui nous demande beaucoup d'efforts, d'adaptation et de flexibilité constante. Alors, ces changements sont d'ordre social, ces changements qui amènent à une sorte de, si ce n'est dissolution, au moins un affaiblissement des normes et des repères qui autrefois nous donnaient des directions, une structure et des étapes claires dans nos vies. Les changements économiques, la globalisation, une compétition accrue et une flexibilisation du travail. Et puis les changements technologiques, l'arrivée de ces joujoux technologiques qui sont censés évidemment nous aider, mais qui apportent aussi leur lot de problèmes, l'accélération du temps, du rythme, la numérisation qui parfois évacue certaines tâches de leur aspect plus intéressant. Certaines personnes se sentent menacées par des algorithmes qui peuvent prendre des décisions à leur place et de manière beaucoup plus efficace. Et puis une certaine routinisation, ça veut dire que l'arrivée des technologies a amené plus de tâches monotones pour les travailleurs et des travailleuses. Et puis la dernière question, évidemment, quid du Covid et cette révolution que nous sommes en train de vivre de notre manière de travailler et de fonctionner. Alors la conséquence de tout ça, selon Fournier et ses collègues, voilà, sa formule est assez éloquente, on assiste à une déstandardisation des parcours de vie et de carrière. Ces parcours sont de plus en plus multiples, différents, individuels, une désinstitutionnalisation de ces parcours. Il y a de moins en moins de repères ou d'institutions qui autrefois, par exemple l'entreprise, qui prenait en charge le développement de votre carrière, et aujourd'hui les gens ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour faire des choix, pour être suffisamment flexibles, pour avancer dans leur carrière. Et enfin la déchronologisation, sorte de dérèglement de ce qui nous donnait des repères autrefois, l'âge biologique et les étapes de vie. Aujourd'hui, on assiste par exemple chez des travailleurs avancés dans leur carrière, un retour à la case de l'apprentissage, de la formation, et il y a beaucoup plus de ruptures, de bifurcations, d'aller-retour entre des étapes qui autrefois étaient plus structurées. Et dans un tel environnement qui est très instable, eh bien, les gens ont tendance à aller chercher en eux des repères qu'ils n'ont pas à l'extérieur, donc vont beaucoup plus interroger leurs valeurs, leur projet de vie,
leurs envies et leurs besoins personnels pour donner un sens et pour donner une direction à leur parcours. Ensuite, je voulais aussi parler du paradoxe suisse, ce que j'ai appelé le paradoxe suisse, c'est quand même là une particularité de la Suisse, c'est que d'un côté, nous avons des indicateurs objectifs très positifs, un taux de chômage structurellement bas et très stable, qui a permis à la Suisse de traverser la crise des années 2008-2009 quasi sans fléchir, une économie extrêmement compétitive, dans les premiers rangs au monde, et puis d'un autre côté, des indicateurs du vécu au travail, ces indicateurs subjectifs qui clignotent, qui semblent montrer des signes de fléchissement depuis quelques années. Donc l'augmentation du stress, des pathologies du travail, le burn-out, c'est un peu le concept le plus populaire en la matière, l'augmentation de l'insécurité et de la précarité, et puis l'apparition de groupes vulnérables, des jeunes très en difficulté lors de la phase d'insertion, par exemple, ou des chômeurs seniors, des personnes qui en fin de parcours sont en difficulté et à risque d'un chômage de longue durée. Donc il y a des choses qui bougent, et pour vous en convaincre, voilà, je vous invite à aller jeter un œil à ces enquêtes européennes sur les conditions de travail qui donnent une sorte d'image de ce qui est en train de se passer au travail en termes de conditions ou de dégradation possible. Et ce qu'on remarque, par exemple, en comparant les données de 2005 et de 2015, c'est que les travailleurs et travailleuses suisses estiment avoir moins d'autonomie au travail, estiment avoir plus de tâches monotones et donc moins de variété au travail, estiment faire un travail de moindre qualité ou qu'ils perçoivent comme étant moins utile. Donc il y a aussi un recul en 2015. Et enfin, le stress au travail qui semble augmenter de deux manières. D'abord, la cadence qui augmente, les rythmes et la charge de travail qui augmentent. Et puis de l'autre côté, les ressources nécessaires. Ici, par exemple, l'autonomie qui est en recul. Il faut que je trouve le bon bouton. Donc, tout ça nous fait penser qu'il y a des choses qui sont en train de se passer qui vont peut-être pousser les gens à opter pour de la sécurité et à sacrifier ces attentes intrinsèques, personnelles qu'ils peuvent avoir à l'endroit du travail. Donc, dans les contextes de précarité, d'incertitude, d'insécurité de l'emploi, des gens peuvent s'accrocher au job pour des raisons évidentes, et puis de sacrifier cette part plus subjective qu'on peut attendre du travail. Et typiquement, nos recherches montrent que lorsque vous êtes au travail, mais que vous avez un contrat précaire, vous vivez une situation d'insécurité, d'incertitude, vous avez plus de stress, vous subissez plus de stress au travail que ceux qui ont une bonne stabilité et une bonne sécurité de l'emploi, ce qui va de soi, on peut le comprendre. Mais d'un autre côté, lorsqu'on compare ces mêmes personnes en situation d'insécurité, pourtant en emploi avec des chômeurs, il n'y a pas de différence significative en termes de détresse psychologique. Donc c'est comme si ces personnes-là vivent le pire du travail, le stress, la tension, et le pire du chômage, avec des niveaux d'anxiété, de crainte pour l'avenir et de dépression plus élevés que des personnes dans la sécurité de l'emploi. Ensuite, ça, il me semble que c'est assez important de le rappeler aussi, c'est que la question du sens a souvent été délaissée. Pourquoi ? Parce que les chercheurs, par exemple, s'intéressent toujours et sont intéressés depuis longtemps à ce travail qu'on appelle tendu. Le travail où il y a beaucoup de stress, beaucoup de charges ici, et peu d'autonomie, par exemple, peu de ressources. Ce travail tendu. Ça a été vraiment beaucoup étudié, ça a été mis en relation, par exemple, avec le burn-out ou d'autres enjeux de la santé. Et puis, il se trouve qu'une autre catégorie, une autre configuration de caractéristiques de travail, un travail qu'on pourrait appeler passif, sous-stimulé, sous-stimulant, donc où il y a un manque de sens, cette catégorie n'a pas été souvent étudiée. Pourtant, lorsqu'on essaye de comprendre les résultats de ces deux types de caractéristiques, d'un côté la surcharge, la tension et le stress, et de l'autre côté la sous-stimulation, le manque de sens, la perte du sentiment d'utilité, on remarque
que les symptômes sont très similaires, par exemple en termes de manque d'engagement, manque d'identification à son entreprise, manque d'énergie pour réaliser le travail. Donc là, déjà, on se dit que il y a toute une catégorie qui pourtant est plus grande, plus nombreuse, il y a plus de gens dans ce travail passif, qui a été un peu délaissée par les chercheurs. Ensuite, cette question du sens, me semble-t-il, a été aussi un peu délaissée par les praticiens et les praticiennes des RH. Pourquoi ? Parce que depuis quelques années, on sent une tendance vers l'externalisation de ces questions de l'accompagnement des carrières, du développement des plans de carrière, et puis un accent sur la responsabilité individuelle. À chacun, chacune de prendre en charge sa carrière et d'avancer et d'atteindre ses objectifs. Et puis, cette externalisation de ces pratiques qui, à mon avis, appartiennent purement aux pratiques des RH, ça a comme effet un déficit de l'engagement, une perte de l'engagement au travail dans les sociétés développées, une augmentation d'une sorte de cynisme organisationnel, la perte de confiance, la perte d'identification aux objectifs de l'entreprise, et puis un délitement de ce contrat psychologique qui rassemblait employeurs et employés. Et puis ça a des effets délétères, non seulement pour les travailleurs, une sorte de dépression, de sentiment de perte de direction ou de sens, mais aussi pour les entreprises, puisque ça pose des problèmes de performance, par exemple des comportements contre-productifs qui sont plus nombreux lorsque ce contrat social ou cet engagement est plus bas, et puis une difficulté pour les entreprises pour retenir les talents et développer les compétences et garder les compétences à l'intérieur de l'entreprise. Alors, comment est-ce que je pourrais vous montrer que le sens est réellement une ressource ? D'abord, dans une étude ici que nous avons menée, nous avons pu voir que les personnes qui sont capables de créer du sens, les artisans du sens, les personnes qui sont capables de voir la cohérence entre leurs objectifs, les valeurs de l'entreprise et ce qu'on leur demande de faire dans le cadre de leur activité, sont mieux protégées face au burn-out. Donc, cette capacité à voir du sens, à donner du sens, nous rend plus résilients face à l'adversité. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette étude, ces résultats, nous montrent le lien curvilinéaire, ici entre étillés, les personnes qui ont ce sentiment de cohérence plus élevé, ce lien curvilinéaire entre les conditions de travail, peu de charge, beaucoup de charge, et le niveau d'épuisement, les problèmes de santé. Donc ça montre qu'en fait, une situation de sous-charge, comme une situation de surcharge, semble avoir les mêmes effets en termes de burn-out, d'épuisement des personnes. Où est-ce que j'en suis, Nadine ? On est censé aller encore ? En tous les cas, encore une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Je n'en demandais pas tant. Une autre manière de montrer comment le sens peut nous servir de ressource, de protection face aux difficultés, face à la surcharge, ici par exemple. Nous avons mené cette étude avec des policiers, des policières, plus des policiers que des policières, puisque vous voyez les 86% d'hommes dans ce corps de police d'un canton suisse. Nous avons essayé de comprendre quelles étaient les sources de pression auxquelles faisaient face les policiers. C'est un métier très prenant, très exigeant, des horaires astreignants, irréguliers, une dangerosité des situations où l'intégrité physique est menacée. Et puis, comment est-ce qu'on peut comprendre une sorte de désengagement chez les jeunes policiers, par exemple, qui font quelques années, ensuite sont désenchantés, partent, donc ce fameux taux de turnover, et la difficulté de certaines polices suisses à recruter des jeunes policiers et policières, donc de susciter cette vocation chez les jeunes. Et puis, ce que l'étude nous montre, c'est qu'en fait, et ça c'est une théorie qu'on connaît bien, le processus du burn-out, il se trouve que cette pression va pousser les policiers à se surengager pour faire face, pour faire ce qu'ils ont à faire, ce qui va à son tour les épuiser. Au bout d'un moment, quand vous êtes soumis à des charges importantes dans le temps, eh ben vous vous épuisez. Et puis, le désengagement, cette perte d'identification à l'institution, à ses valeurs,
c'est une sorte de cynisme qui se développe où on ne croit plus ni en ses supérieurs, en leur opinion ou en leurs décisions, ni en l'utilité de ce qu'on fait réellement. Et donc ça crée cette espèce de cynisme, si vous voulez, comme une stratégie pour se protéger de ce travail qui nous fait du mal, qui nous fait souffrir. Et puis, lorsqu'on a cette fois essayé de voir quelles sont les ressources que les gens mobilisent, à quoi ils font appel pour tenir le coup, pour continuer à fournir des efforts et pour se protéger de l'épuisement, eh ben, ce qui est sorti, c'est le sentiment d'utilité. Les policiers qui nous disaient qu'ils avaient l'impression que la population voyait leur travail comme utile et important, étaient plus protégés face à l'épuisement que ceux qui n'avaient pas cette perception. Donc, par exemple, ici, en termes de pratique de l'institution, de pouvoir communiquer aussi bien avec le public qu'avec les policiers et essayer de donner ce feedback et de créer du sens et de donner ce sentiment d'utilité et de l'importance de leur mission, ça semble être une stratégie importante et utile. D'un autre côté, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup travaillé sur, ou je ne vous l'ai peut-être pas dit, je vous le dis maintenant, beaucoup travaillé sur la surcharge, comme l'ensemble des chercheurs dans le domaine du stress ou de la santé au travail. Et puis depuis quelque temps, je m'intéresse à la sous-charge. Au fait que, comme David Graeber, beaucoup de chercheurs ou d'intellectuels pensent qu'il y a une sorte de prolifération de boulot dans nos sociétés dans lesquels les gens peinent à trouver du sens, à donner du sens à leur travail, à voir l'utilité de ce qu'ils font. Un travail, bullshit job en français, excusez-moi de ma vulgarité, le travail à la con, c'est comme ça qu'on l'a appelé ou qu'on l'a traduit, ce travail aliénant. Et puis, partant du principe qu'il y a un certain nombre de jobs de ce type-là, nous nous sommes intéressés cette fois non pas à la surcharge, mais à la sous-charge. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de voir de quelle manière l'ennui chronique au travail, dans un travail où on a des tâches qui ne nous stimulent pas et qui manquent de sens, va nous amener à l'épuisement. Et ici, ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, c'est les mêmes symptômes que le burn-out, mais le processus, l'ordre d'apparition de ces symptômes semble changer. Dans ce cas de figure, il semble que les gens, à force de s'atteler, de retourner jour après jour à un boulot qui ne fait pas sens pour eux, vont développer du cynisme pour mettre de la distance par rapport à l'importance ou à l'utilité de ce qu'ils font. Et puis, il se trouve qu'ils vont s'épuiser pour une raison très simple, c'est que ça nous demande beaucoup d'énergie de retourner dans un travail qu'on estime totalement inutile et aliénant. Donc ça demande des efforts même cognitifs pour rester concentré sur des tâches qui sont répétitives, monotones et qui manquent de sens. Donc ça pour nous, c'est vraiment un chantier d'avenir et on pense que plus de gens en Suisse se trouvent dans cette situation que dans la situation de la tension et de la surcharge, juste pour vous dire que des études montrent que dans une population générale, jusqu'à 15% des travailleurs et travailleuses sont confrontés à l'ennui chronique. Et dans certains secteurs d'activité, je vous le donne en mille, dans le secteur de la finance, dans l'industrie des banques, cette proportion de personnes qui ressentent de l'ennui chronique monte jusqu'à 50%. 50%, et en partie on peut expliquer ça par l'arrivée des algorithmes et le fait que ces personnes très formées, très qualifiées, ne sont plus à même de prendre des décisions qui sont prises par ces algorithmes ou l'intelligence artificielle, comme on pourrait le dire. Alors, je vais avancer sur ce slide, puisque j'aimerais bien pouvoir aller jusqu'au bout avec vous, et vous dire les études que nous faisons pour essayer de comprendre comment les gens construisent du sens, comment les gens retrouvent du contrôle et de la stabilité dans ces parcours incertains, chaotiques parfois, pour faire face aux ruptures dans leur carrière. Donc en gros, comment est-ce que font les gens pour réinterpréter une réalité objective vue de l'extérieur et puis en faire quelque chose de finalement suffisamment plaisant, amusant, porteur, plein de sens. Pour ça, je vais retourner à des études que nous faisons dans notre service de consultation où nous accompagnons des personnes
aux prises avec leur carrière, leurs décisions, leur bifurcation dans les parcours professionnels. Et ici, on s'est intéressé au cas des reconversions. Des personnes qui, à un moment donné, dans leur carrière, font le choix ou pas. Parfois, ces reconversions ne sont pas volontaires. Ils doivent se reconvertir et trouver un autre domaine, se reformer pour faire autre chose. Et là, nous avons questionné un certain nombre de clients qui étaient engagés dans cet accompagnement, ce bilan de compétences en vue de la reconversion. Et puis nous leur avons posé la question à quel point est-ce qu'ils voyaient ce changement, cette reconversion comme étant choisi, sous leur contrôle ou imposé par l'extérieur, et à quel point ils percevaient de la maîtrise ou un certain risque dans le changement à venir. Je vous propose de nous arrêter sur 2 personnes parmi l'ensemble de ces personnes. D'abord, Nadine, le fait que ce changement pour elle, c'est une valorisation personnelle. Ce changement va répondre à ses motivations intrinsèques, mais qu'elle y perd forcément par rapport à une valorisation externe, le niveau salarial et le prestige social qu'elle avait auparavant dans sa position. Donc voilà comment est-ce que Nadine arrive, c'est vraiment l'exemple d'une artisane du sens, arrive à réinterpréter les conditions et à y insuffler un sens personnel et y retrouver du contrôle. Une autre stratégie individuelle, voilà, je vais vous montrer le cas de Kevin. Kevin, alors clairement, nous a dit, c'est imposé. C'est imposé pour une raison simple, c'est qu'il a été licencié. Et il nous a dit, moi, je n'ai pas le choix, je n'ai pas les moyens d'être au chômage, il faut que je trouve du boulot. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la première opportunité qui passait. Il avait un copain qui était installateur sanitaire, qui lui a dit, viens bosser chez moi, je te forme sur le tas, puis après on verra. Puis il a dit, ok, j'y vais, sans problème. Par contre, ce qui est important, c'est que Kevin, il est stand-up comédienne. D'accord? Il a ce loisir qu'on appelle un loisir sérieux. Il a une réelle passion à côté du travail. Et lorsqu'on discute avec lui, il nous explique très clairement, c'est imposé, je n'ai pas le choix et je ne me pose pas de questions. Et puis il a une grande confiance en lui et il prend les choses avec beaucoup de philosophie. Et puis il se trouve qu'une des choses qu'il nous dit, qui nous a beaucoup interpellés, c'est qu'il dit, pour moi, un bon choix, c'est aussi choisir un travail dans lequel je ne vais pas m'impliquer à 2000%. Donc en gros, lui, il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il ne va pas chercher le sens seulement au travail, mais il crée du sens dans ses activités extra-professionnelles. Et il me semble que remettre en question cette centralité du travail, c'est une manière d'aller puiser des sources de sens ailleurs qu'au travail. Je vais, en toute humilité, proposer quelques pistes en matière de pratique des RH. Une piste très générale, ce qu'il me semble, c'est qu'on devrait un tout petit peu se décentrer de cette recherche du bonheur au travail et puis se recentrer sur le sens. D'accord? Comme beaucoup d'auteurs actuels ou beaucoup de chercheurs dans le domaine du management le disent, il y a une sorte de quête du bonheur qui fait que, aujourd'hui on parle de plus en plus de ces CHO, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, sûrement, les Chief Happiness Officers, des personnes qui sont chargées de notre bonheur. Ils veulent qu'on soit heureux au travail. Moi, je ne pense pas que les gens cherchent à être absolument heureux en tout moment, en tout temps au travail. Ils veulent plus de substance au travail, même si par moments, ça présuppose de l'effort et une certaine solidarité pour passer outre. Ensuite, de manière beaucoup plus simple pour moi, mais évidemment que je n'aurai pas l'outrecuidance de vous apprendre votre métier, je n'ai pas votre expérience et je ne connais pas les enjeux auxquels vous faites face dans vos entreprises respectives, mais une manière de s'y attaquer, c'est de dire quels sont les ingrédients du sens, quelles sont les ressources au travail qui procurent du sens, qui portent le sens, qui contribuent au sens. L'utilité sociale, comment est-ce qu'on peut, par exemple, en rattachant des tâches qui sont morcelées à une finalité globale, transcendantale, de dire à quoi sert ce que je fais tous les jours pour mon équipe, pour mon entreprise, voire pour mes clients ou pour la société dans son ensemble. De travailler sur ces opportunités de développement. Par exemple, ici, j'ai mis formation utile et utilisée. Je sais bien que les formations continues existent dans l'ensemble des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises où on dit par année, vous avez droit à 3 jours de formation. Par contre, il se trouve que très souvent,
ce sont des formations un peu uniformisées qu'on impose à quelque part à tout le monde. Et que le pire du pire, c'est que lorsque vous faites une formation, vous en sortez avec plein de nouvelles idées, plein d'élan, plein d'allants, et que vous n'êtes pas capable d'utiliser vos compétences après, puisque votre travail sera exactement le même qu'avant. Et ça, c'est vraiment une source de frustration. Ce serait pire, c'est pire à mon sens que de ne pas offrir de formation. Augmenter l'autonomie, par exemple par le job crafting, comment est-ce que les personnes qui exécutent le travail peuvent avoir leur mot à dire sur le design, sur l'organisation du travail, sur les tâches les plus prioritaires, etc. Soutien social, par exemple, à travers la construction d'une réflexion collective sur le sens pour une entreprise, l'utilité, la finalité du travail d'une entreprise, on peut resserrer les liens et recréer du lien. Travailler sur la rectitude morale, un travail qui a du sens, c'est un travail dans lequel je sens qu'il y a une équité de traitement et une sorte de justice organisationnelle et que les uns et les autres sont soumis à la même éthique. Et enfin, plus de reconnaissance. Donc ici, j'ai mis en avant, par exemple, une manière de le faire, c'est de donner des feedbacks non seulement quantitatifs en termes d'objectifs, de ventes, de chiffres, etc., mais aussi un feedback qualitatif sur la manière dont le travail a été fait. Et ça, c'est quelque chose, les gens ne veulent pas juste atteindre des objectifs, ils veulent aussi avoir des méthodes et atteindre une qualité de l'emploi. À titre d'exemple, et là je vais finir là-dessus, j'ai pris l'extrait d'un entretien que nous avons mené dans une institution où on essayait de voir quelles étaient les sources de souffrance, qu'est-ce qui contrariait la construction de sens ou la recherche de sens au travail. Et voilà, ces participants qui nous avaient parlé des statistiques, des rapports d'activité, et ils disaient, voilà, les coches qu'on met, ça ne dit rien de l'ampleur des tâches, de la qualité du travail, de l'importance de certaines tâches plutôt que d'autres. Donc il disait, le problème, c'est que dans le rapport d'activité, on ne voit pas l'épaisseur, l'importance de la coche. Donc il y a un certain nombre de coches ou de croix qui sont comptabilisées, une approche très quantitative de ces objectifs. Voilà, je suis dans les temps, me semble-t-il. Petite bibliographie indicative, je suis à disposition aussi via Nadine ou par mail pour vous donner suggérer des lectures qui peuvent vous intéresser. Je vous remercie surtout, messieurs les techniciens avec sa caméra qui était très très attentif, le seul auquel je me suis accroché. Merci de votre attention et puis place aux questions, s'il y en a. Il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore. J'ai une question, moi, qui est, on a vu la question du ressenti des individus par rapport au sens au travail. Maintenant, penses-tu qu'un employeur puisse avoir un rôle dans l'épanouissement par le sens dans l'environnement de travail qu'il va créer? Comment peut-il susciter cela? Bon, alors, est-ce qu'il a un rôle là-dedans? C'est clair. Comme on l'a dit, une partie de la construction de sens, c'est de quelle manière est-ce que je vais comprendre les valeurs, les attentes de l'environnement et de m'y conformer, parce que les gens veulent s'adapter, les gens veulent pas se soumettre, mais être en accord avec l'environnement. Donc par exemple, communiquer clairement sur les valeurs, mais pas juste avec une charte, une sorte de feuille mais vraiment communiquer sur les valeurs de l'entreprise, sur ce que l'entreprise cherche à atteindre. Même une entreprise qui cherche les chiffres et de la vente, il peut y avoir des valeurs qui parlent plus aux gens, par exemple la satisfaction des clients. Je pense que c'est quelque chose qui est porteur et qui motive les gens à aller atteindre les chiffres lorsqu'il y a quelque chose de peut-être un peu moins quantitatif derrière ça. Ensuite, je pense que, et je l'ai fait dans des institutions, lorsque l'employeur dit on peut prendre un moment pour réfléchir ensemble à nos attentes, les attentes des uns et des autres,
Et il ne s'agit pas de satisfaire l'ensemble de ses attentes. Il y a des choses, comme Kevin, il faut se dire que certaines de mes attentes sont exagérées à l'endroit du travail, et c'est ailleurs que je dois aller chercher ça. Mais que cette discussion ait lieu, qu'on puisse se dire, mon employeur, il ne me donne pas qu'un salaire, il me donne aussi la possibilité d'y mettre un peu de moi, de pouvoir parler de mes valeurs et de les poursuivre dans la mesure du possible. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Dans la même veine, aujourd'hui, on parle beaucoup des nouvelles formes d'organisation. Est-ce qu'il y a des croisements qui peuvent être faits entre les milieux, les types d'organisation ou pas? Ou est-ce que ça a été étudié? Alors, je ne connais pas très bien ça. Je pense que tu parles, par exemple, des hiérarchies plates ou des entreprises libérées. Voilà, exactement, etc. de ce type d'organisation. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages. C'est vrai que c'est le type d'organisation qui va induire de l'autonomie, qui va donner la parole, qui va laisser les gens agir sur le travail. Mais je pense aussi qu'il y a parfois du marketing. Ça veut dire que c'est des sortes de labels, d'effets d'annonce, et que derrière, les choses ne sont pas vraiment différentes. Je pense que juste pour répondre autrement, il ne s'agit pas seulement de créer du sens au travail. C'est à chacun, chacune, et c'est une réflexion sociale. C'est quel est notre rapport au travail? Est-ce qu'on veut passer autant de temps au travail ou est-ce qu'on veut libérer du temps pour le donner aux autres? Typiquement, pourquoi est-ce qu'en Suisse, on a tellement de mal, et là je ne parle pas des employeurs, hein, je parle de notre société, a tellement de mal à reconnaître la valeur de ce travail invisible des seniors, des femmes qui donnent de leur temps et de l'énergie, qui font vraiment un travail et qui n'est pas du tout reconnu pour élever des enfants. Il se trouve qu'en Suisse, c'est surtout les femmes qui le font parce que, ma foi, on ne leur donne pas d'autres possibilités. Donc, il y a une question. Oui. Et puis, j'allais oublier les grands-parents. Mes beaux-parents qui s'occupent de notre fille plusieurs jours par semaine. Typiquement, reconnaître cet impact-là, je pense que ce serait une bonne chose. Alors, nous avons un message ici de Nathalie Delobe, qui est donc la directrice des programmes MRHC, qui te remercie pour cette présentation limpide, détaillée et très stimulante. Merci. Sa question est malheureusement en lien avec l'actualité. Nous sommes nombreux à souffrir dans cette période de confinement, du manque de liens, d'informels, de mouvements, de perspectives, de liberté. Auriez-vous observé des stratégies individuelles ou collectives de reconstruction de sens propre à cette situation très particulière, unique dans l'histoire? Alors, merci Nathalie pour la question. C'est une question piège. On m'a souvent posé la question. Moi, mon avis sur le télétravail, si on parle de ça, mon avis sur le télétravail, c'est qu'on aurait tort d'essayer d'évaluer le télétravail en regardant la situation actuelle. Là, ce n'est pas du télétravail, c'est du télétravail forcé, massif, rapide, sans préparation. Ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on regarde les études sur le télétravail en conditions pré-pandémiques, normales, je ne sais pas, mais pré-pandémiques, ça veut dire quelque chose qui est discuté avec les personnes. Un télétravail alterné 2-3 jours max à la maison et le reste en entreprise, on voit qu'il n'y a pas d'effet négatif sur le lien social. Pourquoi? Parce que, les gens peuvent donner plus de temps, avoir plus de temps pour mieux concilier les sphères de vie. Quand ils reviennent au boulot, ils sont contents de retrouver les collègues. 2, les liens entre managers et les personnes au télétravail ont tendance aussi à se renforcer. Pourquoi? Parce que les gens se rendent compte à quel point est-ce que ce lien est important quand la distance y est. Donc, à mon avis, le télétravail bien réfléchi, bien accompagné, nous permettra de trouver du sens ailleurs et donner plus de sens au travail. Et typiquement, par exemple, une chose aussi qui change en période de télétravail, c'est tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a plein de tâches qu'on faisait avant tous les jours, qu'on ne nous demande plus de faire, et donc on commence à se poser la question sur le sens, et donc on priorise les tâches autrement. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à sa question, mais c'était ma réponse. D'accord. On verra. Je pensais aussi peut-être sur
qu'est-il possible de faire maintenant? Peut-on soutenir le sens au travail, sachant que cette alternance n'est pas possible entre télétravail à 100% forcé et... Il me semble qu'en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le dos rond et on attend que ça passe. Alors, le problème pour moi, c'est qu'on attend depuis trop longtemps que ça passe. C'est-à-dire qu'on a fait un premier confinement dans les entreprises, on a dit « Ok, ça va durer, mais pas longtemps, et puis on va revenir ». Et pas grand monde, à mon avis, n'a vraiment investi dans du télétravail durable, viable, etc. Puis là, j'espère qu'on ne fera pas la même erreur une deuxième fois. J'espère qu'on ne le fera pas. Maintenant, l'autre truc aussi, c'est qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos du sens. Pourquoi ? Parce qu'on sait que, par exemple, les professionnels de la santé ou de l'action sociale, qui peuvent trouver beaucoup de sens ou qui ont cette vocation chevillée au corps, ben voilà, on les admire à quelque part, mais on oublie qu'extrinsèquement, ils sont vraiment dans des conditions difficiles. Et souvent, les employeurs disent « mais vu que vous avez du sens au travail, alors ne vous plaignez pas de vos conditions matérielles ». Moi, je pense qu'il ne faut pas séparer ces deux aspects, il ne faut pas les mettre dans la balance ou avoir une vision dichotomique. Nous avons des besoins complets, complexes, pas contradictoires du tout, et il est possible d'avoir du sens au travail et des conditions matérielles qui vont avec, et puis il faut trouver la balance entre ces deux aspects. Voilà, je pense que c'est possible. Merci. Une autre question de Florence Malherbe, qui donc avait fait aussi le MAS dans la filière gestion de carrière. Absolument, que je connais bien, oui. Bonsoir à tous, merci Courage pour cette présentation. En lien aux stratégies individuelles, je serais intéressée à en savoir plus sur l'impact, lien, corrélation entre sens et prise de risque. Merci. Je n'ai pas fait de corrélation puisque c'était une étude qualitative. Ce que je peux dire, ce lien, c'est que à partir du moment où le sens y est, ça veut dire que je perçois du sens, ça veut dire que l'objectif que je vise est important, central, porteur, motivant, forcément que le risque en vaut la peine. Ça veut dire que les gens vont vivre ce risque en se disant « ça en vaut la peine, l'enjeu est là ». Donc je pense que la perception du risque va dépendre aussi à quel point est-ce que je valorise cette chose. Quand en soi, l'objectif n'est pas certain, n'est pas pensé, n'est pas habité, alors la perception du risque nous empêche parfois de faire le pas. Hein. C'est ce qui pousse beaucoup de gens, parce qu'il n'y a pas une réflexion, de tenir toute une carrière dans un boulot qui ne fait pas sens et de devenir extrêmement frustré, extrêmement aigri et finalement souhaiter le même enfer à tous les autres et dire aux jeunes mais vous êtes capricieux, qu'est-ce que vous attendez du sens, allez au travail et puis c'est comme ça. Donc je pense que le sens n'élimine pas le risque, mais donne une sorte d'approche ou de calcul de ce risque qui est porteur. On arrive au bout des questions pour ce soir. Merci beaucoup, Courage, d'avoir passé ce temps avec nous. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir et à très bientôt. Par contre, on est arrivé au bout des questions. Je vais donc passer à l'annonce de la rencontre suivante qui aura donc lieu le 29 avril, toujours prochain, avec Bertrand Audrin, toujours sur une question d'actualité, puisqu'il s'agira ici de développer les compétences numériques. Quels enjeux pour les individus et les organisations, donc de nouveau bien au centre d'une actualité qui nous concerne tous. On en est un exemple maintenant. Donc voilà, je vous remercie encore. Merci Courage. Merci. Et puis rendez-vous donc le 29 avril. Merci. Au revoir. Bonne soirée.